C'est Radio Actualité spéciale aujourd'hui, ce jeudi, un peu avant 0h30 a atterri l'avion présidentiel français. À la descente de l'avion, le président François Hollande, le 7e président français sous l'aide de la 5e République. Avant lui, c'est Jacques Chirac qui était sur le sol béninois en tant que chef de l'État en 1995, à quelques mois de la fin du régime de Yahi Boni. Que vient chercher François Hollande au Bénin? En tout cas, Hollande va prononcer un discours, le seul d'ailleurs officiel de sa mini-tournée qui le conduira en Angola, puis au Cameroun. Décryptage de la visite de François Hollande avec deux politologues. Je vous les présente tout de suite. Expédié Ologo, politologue spécialiste des relations internationales. Expédié Ologo, bonjour. Bonjour, cher ami. Guillaume Martolou Moumouni n'a pas encore fait son entrée dans son studio. Il va nous rejoindre certainement dans quelques minutes. Eman Dimitri Adampo, notre confrère de la rédaction. Eman, bonjour. Bonjour. Radio Actualité, bonjour et bienvenue. Depuis tôt ce matin, donc, le président français est sur la terre hospitalière du Bénin. Il est à Cotonou, où il restera. Plus donc de déplacement à Porto-Novo au palais des gouverneurs. Expédié Ologo, je me tourne vers vous. Est-ce que vous connaissez les raisons officielles de la non-descente de François Hollande du côté du palais des gouverneurs? La rue et l'officiel évoquent deux raisons. La première, c'est une raison de sécurité, et la deuxième, c'est une question d'insalubrité. Disons, sécurité humaine, sécurité du point de vue stratégique et sécurité du point de vue santé. Et donc, cela mis ensemble, il semble que Porto-Novo est insécure pour un chef d'État qui vient de l'Hexagone. Et donc, on ne peut plus espérer de François Hollande qu'il prononce un discours au Parlement béninois. Ça n'est pas pour moi, en tout cas, ça n'est pas si grave que ça, finalement, parce que moi, je suis contre cette posture africaine en général et béninoise aussi, qui consiste à se comporter un peu comme des décolonisés à retardement, à savoir que quand un président de la mère patrie arrive, on doit être là, attendre toutes sortes d'alouettes qui ne tomberont jamais toutes rôties de cette terre. Et donc, pour moi, ça n'est absolument pas important que on n'ait pas le discours de François Hollande à Porto-Novo. Ce sera déjà ça, s'il a le temps de discuter avec le président de l'Assemblée nationale et les députés. Ça nous permettra de comprendre un peu qu'il nous reste encore du chemin à faire pour mériter que les grands viennent chez vous. Il ne nous aura pas échappé que quand le président Bush est arrivé chez nous, il n'a pas pu venir à l'intérieur du pays, de rester à l'aéroport. C'est tout dire. Donc, pour moi, c'est bien que Hollande ne prononce pas le discours de Porto-Novo. Ça nous montre très bien, ça nous jette simplement à notre figure, la figure que nous avons, et il y a un proverbe. Ça montre peut-être l'occasion qu'il faut penser à la construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le proverbe russe dit que si ta bouche est de travers, n'accuse pas le miroir. Donc ce que Hollande a fait, c'est de nous garder en fait très bien le miroir qui nous montre que nous avons une bouche tordue, une bouche trop grosse, une bouche même nauséabonde. Il n'y a qu'à vous rendre à l'Assemblée nationale pour vous rendre compte que c'est trop exigu d'abord comme hémicycle. Ensuite, ça n'est vraiment pas ce que nos représentants, les représentants du peuple méritent. Et c'est bien en fait que cela arrive, d'autant que vous voyez vous-même comment nous avons orné, comment nous accueillons ceux qui rendent visite à Porto-Novo par l'éléphant blanc, qui est là, le siège du peuple, on va dire, la maison du peuple, le siège de l'Assemblée nationale, qui a été, dont la construction a été mal gérée, et on sait aujourd'hui sur quoi il faut s'en tenir. C'est un éléphant blanc, beau blanc, peut-être noir, on ne saura jamais quelle est la véritable couleur, notamment lors même qu'on sait que ce siège ou cet édifice devrait être là où le peuple, représenté en sa totalité, viendrait discuter des questions essentielles du pays. Et c'est bien que ça nous arrive. Peut-être qu'un jour, ça changera. Alors, comme pis-aller, les députés vont plutôt se rendre au palais de la Marina pour pouvoir écouter le discours de François Hollande. Je le disais à l'entame de cette émission, c'est le seul discours officiel d'ailleurs qui est prévu pour sa mini-tournée qui va le conduire en Angola, et puis il va boucler cette tournée par le Cameroun. Mais Eman Dimitri Adampo, cela aurait pu être un gros coup si François Hollande prononçait un discours à l'Assemblée nationale. On n'a pas l'habitude du côté du palais des gouverneurs d'entendre un président prononcer un discours de ce côté-là. Bon, on retient que François Hollande va exécuter son programme. C'est que le discours ne sera pas prononcé à l'Assemblée nationale, et c'est une très bonne chose. Mon ami faisait un développement tout à l'heure. C'est à croire qu'il avait suivi mes interventions hier ici sur OCFM.
J'avais dit que si nous ne sommes pas prêts à être sérieux, si nous ne sommes pas prêts à offrir une bonne image de notre pays à la communauté internationale, si nous ne pouvons pas incarner les valeurs démocratiques comme nous le prônons, et tel que le symbole que devrait être le siège de l'Assemblée nationale, le symbole que devrait être Porto Novo pour tout le Bénin, si nous ne sommes pas au pas, si nous ne voulons pas respecter les normes, nous sommes obligés de subir, et c'est de bonne guerre. Ça nous amènera dans les prochaines fois à savoir que la démocratie ne peut pas durer un siècle. Les bonnes manières ne peuvent pas durer beaucoup de siècles. Expédiologue François Hollande, à travers cette mini-tournée de 2 jours, on a bien envie de dire qu'il est dans son marigot parce qu'à l'interne, la France est mal en point. On a vu tout récemment les derniers chiffres du chômage. On a l'impression que François Hollande, il est dans son élément quand il s'agit de l'extérieur. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun, l'Angola, il y a le Bénin, il est dans son élément. Il va là où il se sent le mieux. Oui, c'est normal. L'adage dit que quand le feu gagne la forêt, l'animal couvre la rivière. Il me semble que la rivière, d'une certaine manière, surtout par ces temps de canicule en France. Oui, tout à fait. C'est très record actuellement, nous dit-on là-bas. La rivière, c'est bien évidemment pour François Hollande l'Afrique. D'ailleurs, sur le plan politique, vous l'avez bien dit, sur le plan stratégique aussi, vous l'avez dit. J'ai vu les différentes interventions que la France a engagées, disons, depuis un moment sur les théâtres africains. Ces interventions-là ont plus ou moins prospéré. Il y a le Mali, la Centrafrique, même si là-bas, il y a des soldats français qu'on accuse d'avoir violé. Mais ça, ce sont des acteurs individuels, mais l'acteur institutionnel qui est la France sur le théâtre centrafricain, cet acteur-là est en train de faire des choses pas si mauvaises que ça. Et en tout cas, il fallait bien imaginer la Centrafrique sans l'intervention française, ce que cela aurait pu donner. Donc, François Hollande, un bon chef d'État, un bon chef de guerre, disons, sur les théâtres africains, s'en sort très bien. Ensuite, en tant que l'acteur principal de la France-Afrique, également s'en sort très bien, surtout quand il se retrouve dans le précaré, comme on dit souvent, quand il se retrouve dans des États qui sont des anciennes colonies, ça se passe encore mieux. Et en plus, ne l'oublions pas, il vient dans un pays, le Bénin, qui promeut les valeurs. Enfin, on peut dire qu'il y a une communauté de valeurs entre la France et le Bénin. Moi, sur le plan politique, sur le plan de la démocratie, et donc François Hollande, en venant au Bénin par exemple, vient presque en terre conquise. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la réalité. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir toutes les oriflammes qu'on essaie de mettre en place pour l'accueillir, comme si finalement... je rappelle que le président était à l'aéroport, suivi, il y avait aussi des membres du gouvernement du côté de l'aéroport pour accueillir le président Boni Yaye. Le docteur Guillaume Atolomoumouni a fait son entrée dans ce studio. Je vous dis bonjour en vous accueillant avec cette même question. François Hollande est-il dans son marigot pour ce qui concerne la diplomatie? Parce que c'est vrai que déjà aujourd'hui j'entendais sur des médias français que Nicolas Sarkozy a critiqué cette diplomatie de François Hollande. Mais est-ce que vous pensez que François Hollande ait effectué cette visite-là parce que, en fait, actuellement, du côté de la France, les sondages ne sont pas favorables pour lui? On rappelle que sous l'aide de la 5e République, qui fait partie de ces présidents français-là, dont la cote de popularité est très basse en ce moment. Je vous remercie. Je pense que la première chose à faire observer, c'est que la France-Bénin, la France-Afrique, c'est toujours le résultat de survivance historique. Et le Bénin a été une colonie française. Je pense que cela va de soi que cette visite de la France se conçoive un peu dans le prolongement de cette tradition de relations un peu, disons, privilégiées, à tort ou à raison, entre notre pays et la France, entre d'autres pays francophones et la France. Évidemment, les critiques de Sarkozy sont un peu comme dans une logique de contradiction interne. Je pense que quelle que soit la nature de la visite, quel que soit le lieu, forcément, il faut s'attendre à ce que l'opposition joue son rôle. C'est de bonne guerre, comme on l'a dit. Pour ce qui nous concerne, je pense que j'ai lu un peu la presse française qui a inscrit la visite du président Hollande au Bénin dans le cadre, disons, de ce qu'ils ont appelé les pays en attente de la France. C'est-à-dire que nous avons, disons, de 1995 à maintenant tellement désiré
recevoir un chef d'État français, que c'est un peu comme si c'est pratiquement Hollande que nous recevons le président Hollande. C'est dire que dans l'Hexagone, ce qui est d'abord et avant tout pris en compte, c'est un peu la demande. Donc, disons que la France se consacre presque tout simplement à fournir ce que nous attendons d'elle. Évidemment, nous n'allons pas voir la question de façon aussi simpliste, même si le Bénin, le cadre, disons, l'escale du Bénin n'est que, disons, dépeinte en France comme une escale essentiellement politique. Mais évidemment, derrière, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux géostratégiques. On va en parler. D'accord. Mais du coup, je reste avec vous et je vous pose cette question-là. D'aucuns disent que c'est une escale qu'il fait au Bénin, qu'à l'origine, c'était même pas prévu. Que vient chercher François Hollande au Bénin? Prime à la démocratie, Boko Haram, vous avez parlé des raisons de cette visite-là, parlons-en. C'est la prime à la démocratie, c'est Boko Haram, c'est tout. C'est pourquoi il vient au Bénin? Oui, effectivement, vous allez peut-être vous rendre compte que le changement d'agenda explique un peu l'impréparation, dans une certaine mesure, de cette visite. Je ne suis pas vraiment dans le secret des dieux pour dire systématiquement si c'était une visite prévue il y a longtemps ou si c'était juste une visite qui a été programmée en parenthèse. Je puis un peu aller dans le second sens, la seconde option, c'est-à-dire une visite qui n'était pas programmée de longue date, mais qui a été le résultat, disons, d'un enchaînement d'événements, à savoir d'abord la politique interne. Vous savez que jusque-là, disons, beaucoup de compatriotes, c'est vrai, c'est un peu la même teneur par rapport aux intentions réelles du chef de l'État, Iboni, de pouvoir se retirer en 2016. Et comme cela a été plus ou moins affirmé, plus ou moins confirmé récemment, donc on estime que c'est un peu, disons, pour apprécier, disons, le cheminement de l'expérience démocratique du Bénin et par la confirmation du retrait du président Iboni, que le président Hollande voudrait un peu en profiter pour donner un signal fort aux autres États, n'est-ce pas, du continent africain. C'est pourquoi l'escale du Bénin est consacrée un peu comme, disons, un point, disons, de ralliement de l'appel français par rapport à la poursuite de la démocratisation sur le continent. D'accord. Herman Dimitri Adanko, François Hollande au Bénin pour dire à Boni Yayi qu'il faut respecter la Constitution. On imagine que ce que la France n'a pas peut-être fait pour ce qui concerne le Burkina Faso. François Hollande se rattrape. C'est comme ça que vous voyez la chose pour le Bénin, appeler Boni Yayi à respecter la Constitution et quitter le pouvoir en avril 2016. C'est peut-être cela, c'est peut-être pour aider le peuple béninois à pousser Boni Yayi dehors, sinon que le peuple a déjà fini de faire ce travail-là et stratégiquement, le chef de l'État ne peut plus, tel que les choses se produisent aujourd'hui, politiquement, ne peut plus avoir l'intention de se maintenir au pouvoir. Donc, si c'est pour ça que François Hollande vient, il vient un peu trop tard, mais on peut dire qu'il nous apporte un coup de pouce. Je voudrais dire tout à l'heure, vous avez parlé de Marigot, le Bénin et son Marigot. Oui, historiquement, le Bénin est une colonie française, nous le savons tous. L'histoire politico-stratégique du Bénin par rapport à la France, les liens coloniaux qu'il y a entre la France et le Bénin, même si ce n'est pas comme le cas du Gabon et de la Côte d'Ivoire, et François Hollande est effectivement dans son Marigot. Et l'autre point aussi qu'il faut souligner, c'est par rapport à la politique interne, par rapport à la présidentielle de 2016. Et certaines personnes disent que c'est pour venir adouber un certain candidat. Ouais. D'accord. Expédié Ologou, la question c'est pourquoi maintenant? Boni Yayi était en France il n'y a même pas encore un mois. La question, pourquoi maintenant? Mais d'autres peuvent répondre pourquoi pas maintenant. Pour la seule raison que les agendas, ou l'agenda des acteurs politiques, ou encore on va dire des États, ou de la politique étrangère des États, cet agenda ne dépend pas de notre bonne volonté, ne dépend pas de ce que nous pensons, de ce que nous voulons.
cela dépend à la fois, me semble-t-il, des intérêts politiques, stratégiques, géoéconomiques et tout ce qu'on veut. Mais aussi et surtout, il y a, me semble-t-il, les facteurs déclencheurs, soit d'une visite d'État ou non. Ça peut ne pas être prévu de longue date, comme nous avons dit, mais ça, il peut y avoir eu des événements qui, finalement, convainquent, par exemple, François Hollande de venir au Bénin. Moi, je veux prendre deux exemples, deux éléments qui aideront peut-être à des conjectures. L'élément qui m'apparaît le plus important, c'est aujourd'hui le fait que la France, ou en tout cas certaines structures, certaines firmes françaises commencent par reprendre du poil de la bête au Bénin, commencent par reprendre un certain nombre de secteurs. Et dans un contexte comme celui de la France, où on sait très bien que la filière qui est porteuse, on va dire, de beaucoup de devises pour la France, celle qui part du Niger et qui atterrit en France, est malmenée aujourd'hui. Vous voulez parler de l'uranium? Exactement, Areva. Et ça, nous ne le disons pas assez. Areva est dans une situation très difficile aujourd'hui, et il me semble que les difficultés qu'il y a entre Niamey et Cotonou quant au transfert, disons, des matières premières de Niamey vers Paris, que ces difficultés doivent être l'objet ou l'une des raisons fondamentales de cette visite. Parce que je continue de croire que Hollande n'est pas venu au Bénin pour notre démocratie. Je pense que Hollande est venu au Bénin d'abord pour des intérêts économiques, des intérêts géostratégiques et ensuite, évidemment, une prime à notre démocratie. Ça peut se régler à l'Élysée quand, évidemment, vous le savez très bien, quand les chefs d'État doivent être réprimandés, ils sont appelés, comme le ferait un patron à son élève, ils sont appelés à l'Élysée et on leur dit voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Donc moi je pense plutôt que ce sont ces intérêts économiques que Hollande est venu négocier. N'oubliez pas que c'est Bolloré, tout de même, qui aujourd'hui s'occupe de tout ce qui va être à rail dans notre pays. N'oubliez pas que sur le plan géostratégique, même si le Bénin a été plus dans une industrie de la parole par rapport à Boko Haram, que le Bénin est tout de même un nain diplomatique sur lequel les autres États importants peuvent s'appuyer pour mieux voir ce qui se passe au Nigeria. Ça n'est pas rien. N'oubliez pas enfin que nous avons une façade maritime qui non seulement dessert l'Interland, mais également permet d'avoir une sorte de diplomatie de connivence heureuse entre le Nigeria et nous. Et ça n'est pas non plus rien du tout. Et justement, sur cette façade maritime, les États-Unis ont pris une longueur d'avance avec le projet MCA, le programme MCA que nous connaissons. Voilà, de Millennium Challenge Account. Donc, tout ça, pour moi, est important parce que Hollande peut se sentir un peu d'une manière ou d'une autre. La France est en train de perdre un peu du terrain. Les Chinois ont pris de l'espace également, notamment sur le foncier rural, si vous le savez très bien. Donc, la France se retrouve dans une sorte de portion congrue. Et Hollande vient, me semble-t-il, pour ça. Et c'est pour ça qu'on, malheureusement, on n'aura pas la chance de savoir ça. Au-delà des liturgies médiatiques, des liturgies officielles qu'on va nous présenter, les liturgies totalement officieuses entre les conseillers de Londres, de Yahi et de Hollande, ce qui va se passer là, nous ne saurons pas. Et les signatures, on va dire, les ratures que nous ne verrons pas, nous auraient pu nous éclairer davantage. Et là, on le saura peut-être dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans, mais ça fait signe vers le fait que Hollande est venu ici pour des questions économiques, géostratégiques, et puis pour brocher sur le tout une quelconque prime à la démocratie, parce qu'effectivement le Bénin reste l'État, on va dire l'État qui a résisté à toutes les vagues, le miraculé, on va dire même. Le Mali qu'on comparait depuis longtemps au Bénin par rapport à la démocratisation, le Mali est tombé, et donc dans la sous-région ouest africaine, au moins francophone, le Bénin a résisté presque à tout, malgré nos difficultés. Et ça peut venir comme le prétexte officiel de la visite de François Hollande. Écoutez, expédier au logo, finalement, c'est pour des intérêts économiques que le président François Hollande est là, Guillaume Attal. Oui, comme je l'ai signifié tout à l'heure, ce serait un peu vraiment simpliste que de considérer cette visite comme entrant dans le cadre d'une quelconque prime à la démocratie béninoise, que c'est derrière l'agenda officiel. D'ailleurs, je décline en 3 points l'agenda tel que relevé par la secrétaire, la conseillère Afrique, Hélène Legal, du président Hollande. Elle a trouvé que c'est essentiellement autour, disons, le positionnement du Bénin en tant que
en termes de démocratie vis-à-vis de l'Afrique que le président Hollande vient. Ensuite, c'est pour visiter le CLIP, un laboratoire chargé de tester un vaccin contre le paludisme. Le troisième élément de visite officielle, n'est-ce pas, proclamé, c'est la visite de la Blue Zone. De la Blue Zone. Donc, tel que présenté, vous avez l'impression que vraiment c'est essentiellement pour le compte du Bénin que le président Hollande vient, mais évidemment, in fine, nous lisons, effectivement, comme Oloko l'a relevé, les intérêts d'abord économiques. Je l'ai annoncé également. Économique en ce que, en 2013, la France a perdu son statut de premier partenaire commercial du Bénin, c'est-à-dire de pays qui exportent le plus vers le Bénin. Cela signifie quoi, en d'autres termes? C'est-à-dire supplanté par les États-Unis, disons à la faveur des importations massives, disons des équipements et des machines d'exploration et d'exploitation pétrolière. D'exploration pétrolière d'abord, et ensuite, disons à la faveur de la mise en œuvre d'IMC également. Donc, effectivement, sur ce plan, il y a quelque chose à faire. Même si notre déficit commercial est encore disons, colossal par rapport à la France, mais du point de vue français, évidemment, il y a quelque chose à rattraper de ce point de vue, retrouver son statut de premier partenaire commercial du Bénin. Ensuite, l'aspect corridor que constitue le Bénin par rapport à l'acheminement de ce produit stratégique que constitue l'uranium, c'est-à-dire du nord du Niger, disons, vers disons, le transport maritime. Vous savez, la boucle ferroviaire, elle n'est pas conçue pour rien du tout. Nous devons comprendre que c'est dans la prise en compte des intérêts stratégiques français, essentiellement, que cette boucle a été conçue. Et vous avez compris, disons, pourquoi, quand on va démarrer, cet opérateur a été maintenu, hein, disons, pour exécuter ce projet. Ensuite, comme on peut également conjecturer, c'est, disons, l'importance que revêtent de plus en plus des partenaires, disons, d'autres partenaires du Bénin, qui dament de plus en plus le pillon. On va évoquer le cas de la Chine. Mais je pense que, au-delà, n'est-ce pas, de la nécessité de contenir, n'est-ce pas, stratégiquement des partenaires isolés, il y a que le Bénin en soi constitue un maillon important, n'est-ce pas, dans la satisfaction des intérêts non seulement économiques mais géostratégiques de la France dans la sous-région, et y compris, n'est-ce pas, on ne peut pas le nier non plus, la question sécuritaire qui, disons, au-delà, n'est-ce pas, de la satisfaction des objectifs précis, constitue le macro-format dans lequel les Français voudraient bien voir emballer, disons, les autres intérêts, c'est-à-dire comment lutter contre Boko Haram. Ça me paraît un sujet, disons, très imparfaitement abordé dans le cadre de cette visite, dans le cadre, disons, de nos relations avec l'Occident, et plus principalement, disons, avec la France, mais qui mérite, disons, un plus profond approfondissement. D'accord, il faut donc protéger ses intérêts, il faut donc un Bénin sécurisé, pourquoi pas un espace sous-régional mieux sécurisé, notamment avec la lutte contre le mouvement islamiste Boko Haram. Mais, Dimitri, je me tourne vers vous. La visite de François Hollande intervient moins de 2 semaines après le nouveau gouvernement de Boni. Il y a eu, dans ce gouvernement, il y a un nouveau Premier ministre, Lionel Zinsou. Quelle appréciation faites-vous de l'arrivée de François Hollande juste après ce remaniement-là? On rappelle que Lionel Zinsou était parti en France. On nous dit d'ailleurs qu'il avait fait une escale en Côte d'Ivoire. Le temps, en tout cas, d'arriver avant que François Hollande ne puisse venir sur le sol béninois. Ce qui est clair, c'est que nous savons tous que Lionel Zinsou est plus français que béninois. C'est un appendice de la France politiquement parlant. Nous savons tous que Lionel Zinsou est conseiller aux Champs-Élysées et qu'il y a des liens étroits avec la France. Il est d'ailleurs le patron du plus grand fonds d'investissement de France, dit-on. Par rapport à cela, sa chute, son parachutage dans le microcosme politique béninois n'est pas anodin. Je ne crois pas que Lionel Zinsou soit venu au Bénin juste
pour aider son pays, soit venu au Bénin dans les conditions actuelles, avec l'impopularité cruelle de Boni Yayi, je ne crois pas qu'il puisse juste venir et se travailler pour le Bénin juste pendant 9 mois. Il me semble que quelque chose est caché derrière quand on dit que c'est un pion, que c'est une candidature qui est en train d'être peaufinée par la France. Ceux qui le disent ne disent pas trop de bêtises. Et je crois que François Hollande, en venant ici, aussi est venu peut-être pour ficeler les choses de ce côté-là, pour faire aboutir ce projet. Et ce projet pourrait consolider toutes les raisons économiques que vous avez, que mes confrères ont évoquées tout à l'heure, les raisons liées à la perte de vitesse de la France au Nigeria. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin est comme une arrière-cour, comme un village, un gouvernement du Nigeria. On dit souvent que le Bénin est le 37e État du Nigeria. Donc la France a beaucoup intérêt à ce que les choses se passent bien par ici, au niveau, même au sommet de l'État. Si ça peut être une personnalité qui est à l'écoute, qui est à l'écoute de la France, je crois qu'il y a un intérêt pour François Hollande et pour la France de venir adouber Lionel Zinsou. Des observateurs Expédié Ologou voient en Lionel Zinsou quelqu'un qui pourrait succéder à Boni Yayi. J'entendais Antoine Indikola Olé sur RFI ce matin qui disait qu'il espère que François Hollande ne viendra pas imposer quelqu'un. Victor Topano aussi sur BBC qui disait que Lionel Zinsou est là pour couvrir un peu les crimes économiques qu'il y a eu si Yayi Boni après son départ en 2016. Voyez-vous la visite de François Hollande comme une prime, comme une façon pour la France de pouvoir mieux préparer, mieux baliser le terrain pour Lionel Zinsou? En général, quand le président d'une mère patrie, entre guillemets, d'une puissance colonisatrice vient dans un État décolonisé, c'est souvent des visites de ratification. Des visites de ratification d'un certain nombre, disons, d'actes qui ont été posés avant ou depuis un moment. En général, c'est cela. Et un soutien à Lionel Zinsou, dans le cadre de cette visite, peut faire partir de cette stratégie globale de ratification d'actes à la fois économiques, politiques ou autres. Mais là où je voudrais, disons tout de même, prendre un peu du recul, c'est ceci. Je suis profondément admiratif de ce peuple, en considérant que tout cela ne se passera pas aussi aisément que cela. C'est au nom, en fait, de cette... Regardez tout de même les résultats des élections dans notre pays, des législatives communales. Et vous comprendrez que ce peuple est ductile, heureusement, je veux dire. Il est versatile, heureusement. Il est ductile, il est insaisissable de temps à autre. Il est même parfois méconnaissable. Et moi, je voudrais, en fait, en le disant, je voudrais compter sur ces valeurs positives de notre peuple pour qu'en son temps, on puisse décanter la situation. Mais du point de vue de l'analyse, il est évident, connaissant la place centrale que Lionel Zinsou occupe dans le landerneau socialiste, et je dirais même politique français, il est évident que François Hollande vient ici pour le soutenir. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que la nomination de Lionel Zinsou a été précédée du voyage du chef de l'État béninois en France. Et il n'a pas nié d'avoir discuté, lui, Boni Yayi, de la nomination de Lionel Zinsou avec François Hollande. Ça veut dire qu'il est allé, disons, demander si c'était possible. Et donc, François Hollande vient acter officiellement cela. Mais est-ce que cela suffit pour que Lionel Zinsou devienne président de la République? C'est une autre paire de manches. Est-ce que cela suffit pour qu'il devienne candidat? Oui, parce qu'il est béninois. Et contrairement à mon ami, je veux le dire, il est absolument béninois. On rappelle que son père est béninois. Il est béninois. Autant que nous avons eu plein de personnalités, nous en avons encore, qui ont la double nationalité. Et pour moi, ça n'est pas un problème. Il faut se déracialiser, il faut se débestialiser dans un certain nombre de perspectives. Pour moi, c'est évident. Mais je ne suis pas sûr que du parachutage, de la nomination de l'Élysée dans un gouvernement, à la tête d'un gouvernement béninois de Lionel Zinsou, que cela suffirait pour qu'il devienne le président du Bénin en 2016. En fait, si cela arrive, nous aurons été tous un peu cons, il faut le dire. Ça, ce n'est plus l'analyste qui parle, c'est le citoyen qui parle. Nous aurons été tous un peu trop cons pour que nous ayons vécu, en tout cas, les douleurs de
l'oiseau rare qui quitte quelque part et qui vient se mettre à la tête du pays. Après, tout le monde se met derrière lui à le taper dessus en disant qu'il ne connaissait pas la maison, qu'il connaissait mal la maison et tout ça. Et que quelques temps plus tard, qu'on en vienne à ça, à l'élire président de la République, en tout cas, nous aurons été tous cons. Et à ce moment-là, il ne faudra pas s'en plaindre. Si nous sommes tous cons ensemble, ce serait simplement tout mérité. Justement, Guillaume Atolou, Moumouni, lorsqu'on lui pose quand on pose la question à Lionel Zinsou s'il va appliquer la magistrature suprême, il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Donc ça entretient, c'est un fou. Ça veut dire qu'il dit oui. Évidemment, je pense que c'est un essai parce qu'il faut le reconnaître, Lionel Zinsou, il est déjà un acteur politique, même sans le vouloir. Et c'est vrai, il a été... on lui a fait appel, justement, à cause de sa profession, de ses capacités managériales, disons, de ses nombreux réseaux en matière de finances internationales, mais, disons, en ayant été invité en cette période aussi, et l'autre a demandé, même si c'est un bon casting, pourquoi maintenant? Maintenant, parce que le contexte sociopolitique est assez délicat et peut-être un peu délétère par rapport à l'image du gouvernement. Donc il faut, disons, une personnalité de pointe pour pouvoir rehausser. Lui, il trouve qu'en 10 mois, on peut faire beaucoup de choses. Il dit que généralement, parce qu'il a été reçu par RFI ce matin, il dit généralement, à quelques mois d'une élection présidentielle, toute la population est en pré-campagne, tout ça. Donc lui, il compte travailler pour que le peuple ne puisse pas dormir en clé. Donc lui, il pense qu'en 10 mois, on peut faire quelque chose. C'est justement dans cette direction que je vois plutôt son arrivée, comme je l'avais dit sur vos antennes de la nomination. D'abord et avant tout, je pense que ce sont des motivations économiques essentiellement. Vous êtes supposé savoir que nos finances publiques se portent au plus mal et que comment renflouer les caisses de l'État. Il me semble que le chef de l'État a pensé un peu, disons, à la concrétisation de la table ronde de Paris de juin. Et ensuite, parce qu'il faut reconnaître que depuis juin, n'est-ce pas, pas grand-chose ne s'est passé. Depuis un an, pas grand-chose ne s'est passé par rapport aux promesses que les uns et les autres ont faites. Et étant donné que Lionel Zinsou a joué un rôle un peu plus instrumental dans la concrétisation de cette table ronde, pourquoi ne pas, disons, le mettre en fait de l'action, tout au moins. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre, mais ne vient-il pas à loi en sauveur, quitte à présenter ce bilan-là pour 2016 et donc avoir la popularité où l'aura nécessaire et dit oui, c'est grâce à lui, donc votez pour lui. Ce serait un peu naïf de penser ainsi, dans la mesure où, comme je l'ai dit, le prochain président du Bénin ne sortira pas comme d'un chapeau, comme cela s'est passé, disons, au moins une fois, au moins 2 fois, au moins 3 fois, je veux dire, c'est-à-dire un président qui n'a pas été... disons, le candidat d'un parti qui n'a pas fait, disons, ses armes au niveau d'une coalition de partis, d'une alliance ou d'un parti politique. Je pense que les partis politiques ont repris du poids de la bête et puis ce serait extrêmement difficile pour un candidat indépendant, n'est-ce pas, de pouvoir s'en sortir. Je crois que nous sommes totalement dans le schéma qui ne permettent pas d'envisager que quelqu'un se présente un peu comme l'oiseau rare, puisque les Béninois, dans une certaine mesure, à tort ou à raison, ont pensé l'avoir expérimenté dans une certaine mesure en 2006, et pour beaucoup, l'expérience n'a pas été, on ne peut pas faire, n'a pas été vraiment concluante, et je pense que le souvenir serait en 2016 suffisamment vivace pour que les Béninois permettent encore, disons, à un quelconque oiseau rare de pouvoir l'emporter sur l'ensemble de la classe politique qui s'est mobilisée en bloc aujourd'hui, et on en a vu l'illustration à la suite des élections législatives. Oui, mais cette classe politique-là, on a bien l'impression qu'elle est divisée. On a vu pour ce qui concerne les locales, les communales et municipales, c'est vrai, Candidat Zanaï n'a jamais dit qu'il était contre la RB, mais on a vu avec les différents programmes CI, CP, mais on pense bien qu'à l'occasion de la présidentielle, elle ne sera pas toujours soudée. Mais finalement, Lionel Zinsou, au moins, lui, il a le mérite qu'on puisse supputer, qu'on puisse murmurer sa candidature, mais en face, la classe politique est-elle aux abonnés absents Emmanuel Dimitra Dampo? D'abord, je voudrais rectifier une chose. Lorsque je disais tout à l'heure que Lionel Zinsou est plus français que béninois, je le disais juste par rapport à ses liens avec la France
aux manipulations que la France est en train de faire actuellement pour l'imposer, c'est par rapport à ça que je dis qu'il est plus français que béninois. J'avais déjà dit ici que personne n'est plus français que personne. Dans ce pays, tous les hommes politiques que nous avons devant nous sont presque tous français. La différence entre eux et Lionel Zissou, c'est la couleur de la peau. Cela étant, j'ai entendu dire aussi que nous ne devons pas être cons. Si on ne doit pas être cons, c'est qu'il va falloir que l'on profile une stratégie, que l'on présente face à Lionel Zissou une personnalité ou une équipe d'envergure avec une vision bien déterminée. Quelqu'un qui a la carapace, qui a le mérite, le parcours de Lionel Zissou, parce que c'est cela qu'on veut nous vendre aussi. On va nous opposer, on va essayer d'opposer aux hommes politiques tout ce mérite de Lionel Zissou. Et moi, personnellement, je vois pourquoi la classe politique est en train de trembler, je vois pourquoi la classe politique est en train de manipuler quelques jeunes sur Facebook pour contrer la candidature de Lionel Zissou. Je ne vois pas personnellement la personnalité consensuelle de la classe politique qui va affronter Lionel Zissou. Je ne vois pas encore. Et c'est sur ce terrain-là qu'on les attend. Et il ne suffit pas de dire qu'on ne va pas être con. Si on ne va pas être con, c'est qu'il faut sortir. Il faut sortir un pignon sûr, capable de supplanter les arguments que la France est en train de préparer pour adouber Lionel Zissou. La classe politique n'est pas prête, elle a assez dormi. C'est vrai que c'est le militantisme qui devrait prévaloir dans cette affaire-là, mais la classe politique n'est pas prête. Si nous commençons tout à l'heure à citer des noms par rapport à Lionel Zissou, vous verrez juste que tout ce qu'ils auront à vendre face à lui, c'est nous sommes hommes politiques, nous sommes des militants, lui n'est pas un militant, il n'est pas resté dans le pays. Cela ne suffira pas. La classe politique absente donc selon vous, mais pour revenir à la visite de François Hollande, quelles sont les retombées pour le Bénin? Qu'est-ce que le Bénin y gagne concrètement, Espédio Logo? Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous faire les chapitres financiers et descendre l'addition, pour vous dire expressément. Cependant, il y a au moins ce qu'on gagne sur le plan symbolique. Il sera dit pour Boni Yaye, pour la démocratie de notre pays, que nous avons reçu la visite de François Hollande. Il sera dit que nous faisons partie des pays fréquentables, disons-le comme ça, par rapport à la France, que nous restons tout de même, malgré tout, malgré nos vicissitudes et nos difficultés, que nous restons quand même dans le point de mire, disons, des démocraties, en tout cas avancées, qui regardent l'Afrique d'une certaine manière parfois condescendante. Il sera peut-être sûr que nous gagnerons quoi? L'appui que Hollande apportera à Lionel Zissou, peut-être effectivement pour obtenir quelques financements qui ont été, disons, annoncés depuis la table ronde. Et puis, espérons-le, que les entreprises françaises qui seront là, qui sont venues avec François Hollande, il ne faut pas l'oublier également, pour d'autres débouchés, que ces entreprises feront le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est de faire en sorte que si les contrats prospèrent, que ces contrats puissent être un peu à l'avantage, disons, des Béninois et du Bénin, et que surtout, les dirigeants béninois tenteront d'une manière ou d'une autre de faire prévaloir l'intérêt national du Bénin dans le cadre des contrats qui, encore une fois, comme j'ai dit, il y a probablement des choses qui ne se diront pas devant les caméras, qui ne se diront pas devant les officiels. Il y a des choses que Hollande et Yaye ne se diront pas, que d'autres personnes autour des deux se diront, pour sceller, hélas, le destin de notre pays. Voilà. Donc, sur ces choses-là, il faut espérer, c'est à espérer, que ceux qui défendront notre intérêt national sauront le défendre afin que nous ne perdions pas totalement la face, parce que ça n'est presque jamais gagné, disons, en la matière entre une 5e ou une 6e puissance et un nain économique, un nain diplomatique, un nain stratégique, ça n'est presque jamais gagné. Donc moi, je voudrais espérer à la fin que les choses se passeraient de cette manière-là, pour au moins que nous ne sortions pas de là encore gros gens comme devant, comme il est bien arrivé, sur un certain nombre de contrats, un certain nombre de partenariats, un certain nombre de dossiers, et on peut en citer une kyrielle. Guillaume Atolé, sur la même question, qu'est-ce que le Bénin gagne de la visite de François Hollande au Bénin? Juste l'image d'un pays fréquentable
Comment vous voyez cela? Oui, comme nous aimons souvent à entendre, c'est d'abord et avant tout, disons, sur le chapitre de l'aide au développement. Je crois que c'est la première chose. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais il y a l'Agence française de développement aussi. Évidemment, qui est en quelque sorte le bras armé, n'est-ce pas, de la France, plus spécifiquement par rapport à la mise en œuvre de son nouveau document du cadre de partenariat avec notre pays, qui a été signé en 2013, pour un package de 102 millions d'euros, c'est-à-dire autour de 65 milliards de nos francs CFA, de nos francs. Cela, disons, implique donc un bilan à mi-parcours à faire par rapport, disons, à ce nouveau document de cadre de partenariat qui, disons, impacte grosso modo 3 secteurs, disons, la gouvernance démocratique, le développement durable et la formation professionnelle. Évidemment, cela sera éclaté entre, disons, techniciens pour voir, disons, au niveau de chaque volet, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire par rapport à ce qui est prévu comme enveloppe pour chaque secteur. Je pense que c'est un premier, disons, volet, disons, qu'il faut explorer. Ensuite, oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Ologou qu'il y a, disons, le contenu de cette visite qui peut être officielle, qui peut être publique, et l'autre qui ne le serait certainement pas. Bolloré, bien entendu, est au cœur, n'est-ce pas, de cette visite, d'une manière ou d'une autre. Dans le cadre, disons, de l'exécution de sa boucle ferroviaire, dans le cadre de l'exploitation portuaire, et Dieu seul sait que c'est un secteur assez sensible pour, disons, la satisfaction des intérêts français. C'est aussi comment faire pour consolider autour de Bolloré l'investissement français en général, consolider l'extension, n'est-ce pas, des intérêts des hommes d'affaires français au Bénin. Je pense que, contrairement à nous, qui voyageons un peu sans forcément avoir dans nos valises les demandes ou autres attentes de nos hommes d'affaires, un homme d'affaires, disons un président de la République d'une puissance comme la France, effectue sa visite en ayant dans sa valise les attentes, n'est-ce pas, les demandes majeures de ces hommes d'affaires. Et à ce titre, je pense que ceux qui sont au Bénin ont, disons, des besoins spécifiques que le président français voudrait bien mettre en avant pour pouvoir, disons, obtenir la satisfaction des intérêts de ces hommes d'affaires-là. Pour ce qui concerne le Bénin, l'aval de la France, je dirais même le parapluie de la France par rapport à la lutte contre, disons, les intégristes, c'est aussi, disons, un point important dans la mesure où nous n'avons pas encore de défi sécuritaire immédiat, mais nous sentons venir vers nous, n'est-ce pas, cette menace, disons, intégriste, et dans une certaine mesure, comment faire en sorte que la France puisse servir dans une certaine mesure, disons, de parapluie, afin de nous prémunir dans une certaine mesure. Je crois que ça fait nécessairement partie, disons, du sujet que le président Yariboni pourrait évidemment mettre également sur la table. On rappelle qu'il y a Blaise Matuidi aussi qui est de la délégation. Si je ne me trompe pas, il est bien angolais. Blaise Matuidi, le joueur du PSG, il y a aussi un compatriote béninois. Et que le vendredi, il y a Nicolas Hulot qui se charge de la question pour COP 2015. Je ne sais pas s'il est le représentant, si c'est François Hollande qui l'a délégué pour cette mission-là. Il va donner une conférence du côté du centre de l'Institut français de Cotonou. Herman Dimitri, le Bénin, sur la même question, que gagne-t-il? Parce que, je sais pas, vous avez fait les déplacements de Calabi jusqu'à ici, dans nos murs. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Cotonou est-elle mobilisée? La ville de Cotonou est-elle mobilisée? On n'a pas l'impression que la mairie a été associée. Ce que le Bénin gagne, et avec l'arrivée de François Hollande, c'est le symbolisme creux et vide dont on parle. Ce que le Bénin gagne, c'est cette prime à la démocratie, cette constante prime à la démocratie, cette ennuyeuse prime à la démocratie que nous connaissons déjà. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce que le Bénin perd. Le Bénin perd beaucoup économiquement. Le Bénin perd une grosse partie de son port. Le Bénin perd le rayonnement de ses hommes
de ces hommes d'affaires, le Bénin perd la prospérité de ces entreprises. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'écoeure. Le Bénin perd ses avantages avec le grand voisin de l'Est qui est le Nigeria. Le Bénin perd beaucoup. C'est ce qui m'intéresse, le Bénin perd. Alors, dans son programme, François Hollande, il y aura un discours officiel, je le répète, il semble que c'est le seul pour ce qui concerne sa minute-tournée. Donc, un discours officiel, les députés seront là, le président, évidemment, tout naturellement, sera là. Ce discours-là sera-t-il scruté? Donc, un disque, on va scruter ce discours-là, savoir si Lionel Zinsou sera adoubé. Ce discours-là, vous l'attendez ou vous attendez à ce que François Hollande puisse dire quoi? En général, je ne m'attends même pas à la visite, pour dire la vérité. J'ai dit, disons sous cap à un certain nombre d'amis, qu'il faut que nous arrêtions, et les médias nous y contribuent beaucoup, il faut que nous arrêtions de nous comporter comme des colonisés mal décolonisés. Il faut que nous arrêtions ça, à savoir que la visite de François Hollande dans notre pays ne doit pas créer un branle-bas de combat général. Ça n'a pas d'importance. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, un certain nombre de gens se trouvent excités. Pour moi, ça n'est pas si important que ça. De deux, je suis heureux d'avoir constaté que Cotonou n'ait pas été d'une manière ou d'une autre mobilisé. Parce que ça nous aurait fait quoi? Ça fait perdre du temps. Même nous, qui sommes vos invités ici, depuis l'annonce de l'arrivée de François Hollande, nous avons abandonné ce que nous faisons d'ordinaire. Nous prenons quelques heures pour venir brasser un peu de la parole sur, disons, le président d'une certaine puissance colonisatrice, enfin une ex-puissance colonisatrice qui arrive, et il n'est pas évident, vu d'ailleurs la gouvernance publique chez nous, il n'est pas évident même que les retombées, disons, soient aussi importantes que ça pour la vie des populations. Parce que quand vous imaginez, moi je ne prends qu'un seul exemple, quand vous imaginez qu'il y a eu un programme d'un pays ami sur l'eau potable aux populations, que ce programme que les fonds de ce programme ont été détournés, n'attendez pas du citoyen que je suis d'être d'une manière ou d'une autre emballé par une visite dont même si on me promet que de cette visite sortiraient des milliards de francs CFA, je serais probablement en train de me dire qu'on trouvera des manières encore de détourner. Et si ces milliards ne concernent pas l'eau, que ça concerne les marchés publics, que ça concerne d'autres domaines plus ou moins abstraits, que c'est sûr que ça va partir. Parce que pour ce qui est plus concret, matériel, je vais dire même vital, pour nous, on a pu détourner sans problème. Donc, moi, je suis dans la posture de quelqu'un qui, au fond, à part le fait qu'il faut venir acter comme analyste, officier comme analyste et autres, je ne m'attends, ça ne me dit absolument rien, la visite de François Hollande, parce que je sais, hélas, ce que nous en ferions par la suite, à moins que nos errements de ces derniers temps nous permettent tout de même de changer. Sinon, sur le plan formel, que va-t-il dire Hollande? Je me dis qu'il va évoquer la démocratie, c'est sûr, il va évoquer les questions sécuritaires, il va probablement parler du climat dont il est devenu, on va dire, le défenseur ces derniers temps, d'autant qu'il y aura un grand sommet en décembre en France, et puis il parlera, c'est sûr, des relations économiques, et vous savez bien, Hollande est énarque, il est dans la politique il y a très longtemps, il y aura un peu le commerce, voyez-vous, assez poli des mots pour dire un certain nombre de choses, et je suis sûr, et c'est ça au moins qui peut être heureux. Donc tout ce qu'on va dire, c'est que Hollande ne viendra pas acter la révision de la Constitution, Hollande ne viendra pas acter un troisième mandat, Hollande ne viendra pas laisser apparaître la possibilité de soutenir un certain Boni pour rester. Hollande, d'une manière ou d'une autre, va laisser, non, même pas susurrer, il dira, et je le pense, s'il ne le dit pas dans le discours, il va le dire en tête à tête à Boni Yayi, il faut qu'il y ait un nouveau président en 2016, qu'il soit Lionel Zinsou ou un autre, ce sera déjà ça, ce sera l'alternance de gagner. Donc moi, je me dis, en gros, ça va être un peu ça, quoi. Et on sent, il y aura quelques senteurs purement économistes derrière, et puis ce sera ça. Oui, je pense que la programmation des premiers tours des élections présidentielles de 2016... c'est pour le 28 février, a dit le chef de l'État. Voilà, disons... tel que nous l'avons lu dans la presse, ne peut pas être, disons, perçu comme
juste un événement. Je crois que cela, il faut l'inscrire également dans le cadre de cette visite. Ce concours, disons, de circonstances, pour moi, ce n'est pas du tout anodin. Et ceci étant, dans une certaine mesure, pour essayer, si cela était encore utile, de vider ce débat un peu sur l'intention du président de la République, disons, de rempiler ou non. Ensuite, vous avez demandé dans le discours de François Hollande qu'est-ce qu'il pourrait être. Est-ce que, comme expédiologue, vous ne vous attendez à rien de particulier, il n'y aura rien de spécial dans ce... D'abord, je pense que c'est le premier point officiel inscrit à l'ordre du jour, de positionner le Bénin comme étant une certaine vitrine, comme nous avons bien à ce qu'on nous le dise, de démocratie à laquelle d'autres doivent ressembler, dans laquelle d'autres doivent se mirer. Et oui, dans le discours, il faut s'attendre à ce que notre fierté de Béninois démocrate soit un peu fouettée, que nous soyons, si cela était encore utile, projetés un peu comme des avant-gardistes de ce système qui est en train de connaître des fortunes diverses sur le continent. Deuxième élément, c'est bien entendu, comme cela est de coutume, de revenir sur le cas de partenariat avec notre pays. Et à ce titre, ce qui serait projeté, c'est essentiellement l'aide au développement. C'est-à-dire, qu'est-ce que la France fait pour le Bénin? Parce que c'est un exercice de charme, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas, disons, entrevoir ou deviner dans un discours que se cache la satisfaction des intérêts, n'est-ce pas, de la puissance visiteuse. C'est d'abord, voilà ce que je vous apporte. Donc, deuxième élément qu'on peut, disons, voir transparaître dans le discours. Le troisième élément, c'est bien entendu l'appel à la cohésion sociale, sociopolitique, je vais dire. Je pense quand même que cela y va de l'intérêt de la France, que, disons, l'image qui se projette de plus en plus d'un régime qui privilégie, dans une certaine mesure, les hommes d'affaires étrangers, les investisseurs étrangers, au profit, n'est-ce pas, des nationaux, cela ne va pas, n'est-ce pas, forcément dans la consolidation des intérêts de la France. Donc, à mon sens, c'est un exercice de sécurisation des acquis de la France en termes de quel discours il faut mener pour assurer un minimum de cohésion qui permette de ne pas prendre, n'est-ce pas, disons, les intérêts français un peu comme des intérêts qui sont diamétralement opposés à ceux, n'est-ce pas, de nos compatriotes qui s'investissent dans le secteur productif en général. On a encore 5 minutes avant de quitter ce studio. Et moi, Dimitri, donc vous espérez quoi du discours de François Hollande? Vous espérez qu'il dise quoi? Nous connaissons très bien François Hollande va jouer sur notre fierté de démocrate. François Hollande affichera sa position de voix, affichera une posture d'un président qui veut voir l'alternance se réaliser dans quelques mois. Et ça, il sait que nous allons applaudir cela. Il dira aussi que le partenariat entre la France et le Bénin sont au bon point et que nous avons de l'espoir pour l'avenir. Ça, il le dira aussi. Mais il ne dira pas qu'il est venu enraciner les intérêts du groupe Bolloré au Bénin. Il ne dira pas qu'il est venu se positionner par rapport au Nigeria. Il ne dira pas qu'il est venu dans l'intérêt de la France africaine imposer Lionel Zissou. Ça se dira dans d'autres salons. C'est ce que nous aurons. Alors, après le Bénin, François Hollande ira en Angola, puis au Cameroun. Pourquoi aller dans ces deux pays, vous qui êtes spécialiste des relations internationales? Pour la même raison. Ici, on considère que d'abord sur le plan économique, le Bénin est moins important que ces pays-là. Et que Angola, pays pétrolier. Et que nous avons dit que François Hollande est venu au Bénin pour des questions économiques pour un petit État comme le nôtre, il va sans dire. Il va sans dire pour l'Angola et le Cameroun. Mais c'est toujours mieux de le dire même quand il va sans dire. C'est sûr qu'il va là-bas pour des intérêts économiques. Et surtout au Cameroun,
je pense qu'il y a... Et la relation avec la France et le Cameroun, c'est tellement beau à analyser. Pourquoi? En général, la France sait très bien que le Cameroun est un pays qui ne respecte, comme beaucoup de pays africains, les valeurs démocratiques qu'elle prône par ailleurs. On rappelle qu'il y a un président, Paul Biya, qui est là depuis 1972, si je ne me trompe pas. 82, voilà. Ça ne m'aura pas échappé tout de même. Enfin, je ne sais pas, à part M. Attelou, je pense que nous tous nous sommes assez jeunes pour savoir que peut-être que Biya était au pouvoir avant que nous soyons nés. Mais observez une chose, la France a d'excellentes relations avec le Cameroun. Et lorsqu'il y a des franco-camerounais qui se trouvent en situation difficile avec la justice, la France sort ses grandes valeurs d'état de droit de l'homme et va au Cameroun pour tenter une sorte d'humanitarisation ou d'humanisation de la justice camerounaise pour que les franco-camerounais aient une quelconque grâce ou en tout cas un allègement de leur peine. Mais quand il s'agit des Camerounais en général, la France ne dit absolument rien. Et ça, cet élément-là seul pour moi, suffit pour apprécier à sa juste valeur comment nous devons nous comporter vis-à-vis de ces présidents qui arrivent chez nous en tant qu'Africains. Hollande va au Cameroun, entre autres questions, régler une question de justice sur une franco-camerounaise, disons. L'avocate, vous voulez parler de l'avocate camerounaise qui défend les droits des homosexuels? Je n'ai pas dit plus, mais c'est déjà ça de le constater. Et puis pour terminer, Hollande a raison d'aller en Angola. Si vous étiez à sa place, que feriez-vous? L'Angola aujourd'hui est l'un des pays dans lesquels des Européens viennent pour travailler, pour gagner de l'argent. L'Angola fait partie des pays aujourd'hui prêts africains à passer de l'argent, à faire des prêts à des pays, à des États européens. Donc, les Portugais, les Brésiliens même y vont, puisque ce sont des pays qui ont le Portugais. C'est peut-être stratégique pour Hollande de ne pas aller là-bas, rechercher un certain nombre de... Surtout que parfois, on le sait très bien, le Portugal gère très mal ses intérêts stratégiques avec ses anciennes colonies, et donc il y a un espace à conquérir, me semble-t-il, là-bas. Et pour finir, vous voyez très bien comment ça se passe. On va là où il y a un peu de pétrole, on va là où il y a un peu de... Il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de ressources minières comme le Cameroun, et puis on flagelle un peu la visite voilà, vous connaissez bien, de la façade démocratique béninoise. C'est ainsi, hélas, la politique étrangère des États puissants, et tant que nous serons aussi nains, aussi petits que ça, et que nous ne serons pas habiles, au moins diplomatiquement, nous allons pendant longtemps subi, et nous prenons beaucoup de temps pour venir faire des commentaires dans des studios de radio et de télévision. Guillaume Attelou, c'est la même question, l'étape de l'Angola et du Cameroun. Je pense que pour ce qui concerne ces deux pays, c'est en droite ligne dans la recherche, disons, dans la protection des intérêts économiques essentiellement. Il faudrait que nous tenions compte du contexte, disons, de marasme économique dans lequel la France se trouve aujourd'hui. Sa dette fait, disons, près de 98% de son PIB, qui est à peu près de 2 trillions. Cela suppose que la France, progressivement, est en train d'évoluer vers une situation, disons, à la grecque. Alors, même si les voyants ne sont pas aussi catastrophiques, mais la France ne s'en sort pas du point de vue de sa situation économique. Les réformes entreprises mettent du temps à se consolider. Cela signifie que les pays qui peuvent compter pour la France, vous savez, c'est la deuxième visite du chef de l'État français depuis son élection. Essentiellement, vous avez constaté que les visites visent essentiellement à renouer des contacts avec des pays qui ont compté du point de vue disons, des intérêts économiques pour la France. L'année dernière, il y a eu l'Algérie. On sait ce que Bouteflika représentait. Cette année, Eduardo dos Santos et puis Paul Biya. Au point de fouler au pied les normes démocratiques, parce que ces pays-là, en termes de démocratie, parce que Eduardo dos Santos, c'est pareil. Donc c'est comme le dit De Gaulle, la France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Oui, De Gaulle l'a dit, et tous les chefs d'État qui ont à cœur les intérêts de leur pays
le pratiquent, même s'ils ne le disent pas. C'est là de la réelle politique de polichinelle, bien entendu. Eman Dimitri Adanko, on va finir. Je vous donne 30 secondes à chacun de vous pour la visite de François Hollande. Je ne sais plus finalement quoi vous demander, vos espoirs. Qu'est-ce que vous espérez qui se passe après la visite de François Hollande? Je ne sais plus quelle question vous posez en fait, parce que du coup je constate que la visite de François Hollande, c'est vrai, même si tout le gouvernement s'est rendu à l'aéroport, elle n'est pas trop... Elle ne rapportera rien au Bénin, mais je ne sais pas, exprimez-vous sur le sujet. Je sais pourquoi vous demandez vos espoirs ou ce qu'il faut faire après. En fait, François Hollande est en voyage sur l'Angola et le Cameroun. Et ici, il est en escale. C'est ça qu'il s'agit. C'est une correspondance claire. Expliquez-le-vous. Je veux juste espérer une chose. Pour le peu que je sais dans les négociations internationales, que nous représentons, ceux que dans les larmes, dans la douleur, nous avons élus, nous avons commis à nous représenter, que dans la finalisation des contrats qu'il y aura, dans la signature des documents, dès qu'ils ne regardent pas le président français pour signer, dès qu'ils regardent le peu d'intérêt béninois, dès qu'ils regardent ce qu'ils vont signer, afin que demain, il ne nous soit pas dit qu'il y a des contrats qui sont absolument déséquilibrés à l'avantage du Bénin. Dès que leur plume, dès que la feuille, et dès que, je n'aime pas dire ça, mais dès que leur âme soit présente, afin qu'ils ne signent pas des choses qui vont, hélas, nous coûter un peu trop cher. Parce que c'est seulement de cela qu'il s'agit. Vous et moi, nous ne le savons pas. Et il y aura des choses qui vont se dire et se faire et se signer dans l'ombre. Dès que ceux-là, on regarde un peu les enfants, nos enfants, ceux qui viendront après nous, en signant ces documents et regardent l'intérêt de ce pays d'autre. Plus spécifiquement, c'est comment réduire l'énorme déficit commercial entre notre pays et la France. Un déficit qui est de l'ordre de 259 milliards de nos francs, ce qui est énorme par rapport à rapporter l'espoir au PIB. La France aujourd'hui, lorsqu'elle négocie avec la Chine, c'est essentiellement pour amener cette dernière à réduire son déficit, son surplus commercial. Pourquoi pas nous? Merci à vous, Guillaume Atolomoumoni, pour cette conclusion. Je rappelle que vous êtes politologue également, expédiologue ou spécialiste en relations internationales. Et puis, mon confrère Eman Dimitri Adanko. Merci à Luc Oubemedo pour la mise en onde de cette émission, à Semiat Yesofo à la caméra, au micro de Luc Oubakin pour ce spécial Radio Actualité. Merci à vous pour votre aimable attention et bonne suite de programmes sur OCFM, la radio des défis.